merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation et puis l'honneur que vous nous faites pour parler donc, de l'impact de la crise sanitaire sur notre secteur, le secteur qui nous préoccupe, qui est le digital. Donc, je vous souhaite la bienvenue au nom de CIO Mag et de tous mes collaborateurs et de tous les invités qui nous suivent aujourd'hui. Monsieur le ministre Sanogo, donc aujourd'hui, donc c'est la 5e session, c'est la 5e des séries de 10 conférences que nous faisons. Donc, nous avons sur ce même thème déjà reçu vos homologues des ministres en charge du numérique et de la digitalisation de l'Algérie, du Bénin, du Burkina Faso, du Congo, du Sénégal, ainsi que votre compatriote Lassina Koné, qui est en charge de Smart Africa, normalement qui devait se joindre à nous aujourd'hui, il devait être parmi nous, je l'ai vu connecté tout à l'heure, qui va faire partie de ce panel. Alors, donc, avec votre permission, Monsieur le ministre, donc, nous allons scinder cet échange en 3 parties. Donc, la première partie, c'est de parler donc, des différentes actions qui sont menées en urgence, parce que quand même la crise a pris tout le monde de court. Quelles sont les actions qui ont été menées par la Côte d'Ivoire sous votre responsabilité, donc en tant que ministre en charge du digital? Et dans un second temps, voir comment vous avez pu impliquer l'écosystème des startups et de l'innovation, parce que l'innovation a joué un rôle important dans cette crise, que ce soit en Côte d'Ivoire et dans les autres pays. Et dans un troisième temps, donc, parler donc, des grands enseignements, puisque l'idée, c'est quand même tirer les grands enseignements de cette crise. Qu'est-ce que la crise nous apprend aujourd'hui? Et notamment, dans l'intervalle, nous donnons aussi la parole à quelques startups qui agissent en Côte d'Ivoire et qui font des choses merveilleuses, qui méritent d'être reconnus, qu'on essaiera de promouvoir. Un qui est dans l'éducation, dans l'e-learning, et l'autre qui a mis en place une plateforme qui permet justement de générer des documents juridiques et de mettre des entreprises dans l'espace OADA en relation avec des avocats. Voilà. Donc là, c'est deux belles startups, 2 belles pépites ivoiriennes qui nous ont fait l'honneur d'être parmi nous. Et aussi, nous aurons également l'occasion d'écouter un partenaire qui nous vient de Genève, Martin Labbé, qui nous accompagne, qui est notre principal partenaire, et qui nous dira qu'est-ce que son organisation, donc l'International Trade Center, qui est également un programme qui s'appelle Fast Track, comment ils accompagnent les entreprises ivoiriennes à l'internationalisation, et avec Madame Linda Nanavale, qui dirige le Fonds national de la jeunesse, qui dépend du ministère, je crois. Voilà. Donc, si vous le permettez, Monsieur le ministre, on va dérouler cet échange dans un premier temps. Donc, je demanderai à notre correspondant, Monsieur Anselme Akeko, qui est basé à Abidjan, de dresser votre portrait pour permettre à nos centaines de participants inscrits de vous connaître, de savoir qui est Monsieur Sanogo. Anselme, si tu m'écoutes, tu as la parole. Monsieur le ministre, c'est avec un grand honneur et beaucoup de plaisir que je prends la parole ici, au cours de cette conférence. Je voudrais, dès l'entame de mon propos, redire ma gratitude à titre personnel pour avoir été formé au groupe d'école Agitel Formation. Vous êtes mon fondateur. D'accord, merci beaucoup. C'est bien. Je vois des Algériens partout bien formés. Par ailleurs aussi, je suis formateur par ailleurs, oui. Dans une autre vie, oui, c'est vrai. Merci beaucoup. Très bien. Ok. Ingénieur réseau et services télécom, diplômé de Télécom Sud Paris et titulaire d'un diplôme en réseau et télématique obtenu à l'Institut Abia de Lyon, vous n'avez pas attendu d'être membre du gouvernement pour engager diverses actions de formation en Côte d'Ivoire, notamment à travers la création de l'École supérieure des hautes études technologiques et commerciales, HETEC. Chers conférenciers, le ministre Sanogo Mamadou est donc bien au fait des questions inhérentes au développement de l'économie numérique. Ses connaissances pratiques en réseau public de télécom, réseaux locaux d'entreprise, réseaux intelligents, communication mobile en font un spécialiste qui mesure bien l'enjeu du développement du secteur du numérique pour la croissance, mais surtout un ministre très attendu dans le pilotage de projets transverses pour une contribution encore plus importante des télécoms et des TIC dans le produit intérieur brut de notre pays. C'est pourquoi M. Sanogo, qui a été ministre de la Construction et de l'Urbanisme entre 2011 et 2017, a entamé à pas de charge sa nouvelle fonction à la tête de l'économie numérique et de la Poste. Nommé le 4 septembre 2019, il a défendu le mois suivant
le projet de loi portant institution d'un dispositif de contrôle des flux de télécommunications électroniques des entreprises opérant dans ce secteur. Ce projet a été adopté à l'unanimité. Convaincu que le numérique se présente comme une réelle opportunité de progrès et d'accélération de la marche de la Côte d'Ivoire dans le contexte de crise sanitaire actuelle, M. Sanogo a exhorté l'administration publique à opter pour des solutions de télétravail à travers des moyens digitaux avant de lancer officiellement le télétravail le 9 avril en vue d'assurer la continuité et l'efficacité des services publics en ces temps troublés par la COVID-19. Avec lui, aujourd'hui, nous parlerons justement de l'impact du numérique dans la résolution de la crise liée à la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Bonjour et bienvenue, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je commençais à avoir peur, il dit, mais alors il va assurer toute la communication à ma place et puis qu'est-ce que j'aurais à dire? On voit, Monsieur le ministre, que votre parcours est élogieux, donc en tant que formateur, ingénieur. Je suis, oui, plus chef d'entreprise aussi dans une autre vie, parce que aussi les grandes écoles, effectivement, Agitel, l'architecte dont il a parlé, je suis heureux de savoir qu'il est un de nos étudiants, je suis très heureux, d'Agitel qui a formé beaucoup d'ingénieurs en matière et d'informatique et de télécom. Il y en a à Bamako, au Burkina, à Ouaga, il y en a au Niger, je crois, les 2 dernières écoles ouvertes. Il y en a donc à Conakry, etc., etc. Bon, et puis à Boaké, voilà. Bref, alors, donc, M. Diallo, je voulais vous remercier. Je voudrais sincèrement vous remercier et remercier tous les télépanélistes qui sont là. Merci à vous tous. Je suis très, très heureux. J'avoue que j'ai une contrainte qui va m'amener à faire, en quelque sorte, une intervention un peu linéaire. Mais je pense que le menu qui m'a été donné, en réalité, j'aurais tout balayé, hein, parce que tous ces éléments sont prévus dans mon intervention, parce que j'ai véritablement une contrainte. D'abord, je voudrais, donc, au nom de tout le ministère de l'économie numérique et de la Poste, remercier donc votre institution qui fait beaucoup d'efforts pour promouvoir le digital en Afrique et valoriser les compétences en la matière sur tout le continent. Je dirais sur tout le continent. En termes d'initiatives gouvernementales, il faut dire que l'intervention va se décliner en 6 axes. Le premier axe, c'est d'abord la promotion et la mise en œuvre du télétravail, comme mon présentateur, M. Anselme Akiko, qui a présenté de manière assez sommaire, je veux dire, tout ce qu'on avait à faire. Bon, malheureusement, on est beaucoup plus dans le monde politique et donc et à la fois de l'entrepreneuriat avant de nous retrouver à la tête de ce ministère. D'abord, le premier axe, c'est la promotion et la mise en œuvre du télétravail, effectivement, dans les administrations publiques et privées. Et tout de suite, quand le premier cas a été déclenché, nous avons pensé qu'il fallait encourager le télétravail, qui certes était utilisé, mais ne faisait pas partie des réflexes de nos concitoyens. Nous avons initié une grande adresse qui a été suivie dans les médias et les opérateurs de téléphonie nous ont dit avec beaucoup de bonheur que tous les équipements, en tout cas, qui permettaient d'intégrer ces outils de télétravail se sont vendus comme du petit pain. Il y avait une forte demande, c'est accéléré. J'en étais très heureux. D'ailleurs, qu'ils étaient en rupture de stock à ce niveau. Tout ce qui permettait donc les solutions de connectivité. Ensuite, il y a eu la proposition au niveau de la primature d'organiser, de reprendre les conseils des ministres. Hein, le conseil des ministres du gouvernement à travers donc la visioconférence. Une première solution a été utilisée et puis un peu plus tard, on a estimé que la structure que nous proposait cette solution était une structure privée qui n'était pas très prudent
de confier une telle initiative à une structure privée. Nous avons souhaité que l'ANSUD, qui est une agence qui dépend de nous, qui est une agence publique, gère tout ce qui est conseil du gouvernement et des ministres à travers donc, les solutions de visioconférence. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où je vous parle, vous le suivez avec nous, le gouvernement, les travaux au niveau du gouvernement se font parfaitement avec ces solutions-là. Nous sommes allés jusqu'à proposer les mêmes solutions au niveau du Parlement. Ça, je vous le dis, la Côte d'Ivoire a expérimenté l'utilisation du digital au niveau du Parlement, où les députés de partout peuvent interagir, puisque j'ai été vice-président de président de la CAF, la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale longtemps. Donc, j'ai essayé de proposer les mêmes solutions et cela a été adopté par Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Alors, après donc, cette autre initiative, il y a eu une assistance pour le monitoring de la continuité de tous les services par l'ANSUD que nous avons recommandé et l'ANSUD, elle a bien réussi. Au niveau toujours des opérateurs de téléphonie, toujours au niveau de l'axe, du premier axe, il y a les mesures que je peux qualifier de sociales. Nous avons demandé et été heureux d'être suivis par les opérateurs que je salue au passage, que l'on baisse un peu les coûts des EME, des émetteurs de monnaie électronique. Tous les EME, que ce soit au passage, M. Anselme ne l'a pas dit, j'ai été dans une autre vie promoteur d'une des EME, Celped Finance, mais surtout les EME les plus connus, Orange Money, MTN Mobile Money et Move, tout comme Celped, où je suis un des actionnaires principaux. Il leur a été demandé de demander 0 francs pour les frais de transfert d'argent. Vous savez aujourd'hui que dans nos pays, le transfert d'argent à travers donc ces EME constitue un peu la voie idéale de tout le monde. Donc ces 0 francs ont été appliqués. Nous avons demandé aussi la diffusion des messages d'alerte, en tout cas à travers les SMS. Cela a été suivi. Et puis aussi, il y a eu le développement des solutions numériques. Et Dieu seul sait qu'il y en a eu beaucoup. Je voulais saluer tout l'écosystème ivoirien en la matière. Donc, ils sont représentés, ils sont très représentés aujourd'hui. Ils sont là, ils vous écoutent. L'écosystème est là. Les saluts sont nombreux. Dieu seul sait que dans mon paraffin, j'en ai eu. Alors, les courriers, c'était tous les jours. J'ai été impressionné. Alors, nous-mêmes, au niveau du service public, la SNDI, qui travaille sous nos directions, il y a eu le développement d'un système d'information de surveillance épidémiologique qu'on appelle le SISE, qui a été donc, cette application a été donc remise à l'INPH, et fonctionne très bien. Et cette solution a été un bon outil de gouvernance digitale donc, de cette pandémie. Il y a eu aussi le développement d'une application de suivi de traçabilité de la maladie basée sur la solution Bluetooth par les startups ivoiriennes, à l'image d'une autre solution dont je vous parlerai tout à l'heure, qui a été proposée. Il y a une autre application appelée Anticoro, proposée par les startups ivoiriennes à travers la fondation Jeunesse Numérique, que je salue au passage. Vous me dites que Mme Linda Anna Valé est là, et donc je voulais féliciter et saluer au passage. Elle a quelque chose à vous présenter aussi. Alors, il y a eu la proposition de solution, c'est de cela que d'ailleurs je tenais à vous parler, d'une solution qu'on appelle le projet citoyen de lutte contre le Covid. Il y a une solution un peu singapourienne, objectivement, qui est un logiciel qu'on s'apprêtait, parce qu'avec un partenaire privé de la place, nous avons vu que cette solution a fait donc ses preuves.
à Singapour. Il fallait prendre le logiciel avec tous ses atouts, puisque basé aussi sur le Bluetooth et ayant des avantages que les autres solutions face à que les autres solutions avaient. Alors, elle a été donc déposée auprès du coordonnateur donc, du Comité national de sécurité à la présidence. Nous attendons qu'il décide si un jour on doit sortir un peu du confinement total, est-ce qu'on va aller à l'application, à l'utilisation de cette solution? Puisqu'aujourd'hui, heureusement... C'est pour le traçage des personnes, ce système? Oui, c'est une solution d'alerte à travers le Bluetooth. Comme vous le savez, le Bluetooth qui permet... Alors, le principe est simple. Hein. Chacun des citoyens doit activer volontairement son téléphone mobile et activer le module Bluetooth qui permet donc, si quelqu'un a côtoyé une personne à risque, étant donné qu'il y a la table, la base de données donc, de ces personnes à risque, forcément, il y a une alerte qui part donc à toutes les personnes, tous ceux que vous visitez ou que vous visitez dans la journée, dans vos parcours, dans un bus, les visites dans les bureaux, partout. Enfin, la solution vient d'être d'ailleurs généralisée en France, parce qu'il y a eu tous les débats là-dessus par rapport aux questions donc, de sécurité des données personnelles. Mais cette solution a l'avantage d'être une solution qui ne s'utilise que de manière volontaire ou volontariste. Elle a bien marché, elle marche actuellement à Singapour, et cette solution, elle est prête, disponible. On attend que l'avis donc, du coordonnateur au niveau donc, de la présidence, celui qui décidera. Il y a eu aussi une autre solution qui a été, des solutions technologiques qui ont été proposées concomitamment par l'ensemble des 3 grands opérateurs de téléphonie de Côte d'Ivoire, que je salue aussi au passage, qui ont permis, dès le déclenchement de la pandémie, de tracer tous ceux qui sont entrés sur le territoire ivoirien, que ce soit par voie maritime, à travers donc, les frontières terrestres, à travers donc, la voie aérienne. Ces personnes ont été référencées dans une base de données et dont les numéros de téléphone, à travers donc, les BTS et les cellules, leurs mouvements, hein, toutes leurs initiatives de mobilité ont pu être suivies. Vous pouvez savoir les géolocaliser. Tous les spécialistes qui sont en train de me suivre savent quel est le principe, savent que c'est très très facile donc de les tracer à partir donc des cellules. Ce sont des solutions qui sont utilisées classiquement par la DITT pour traquer en guillemets les petits voyous à partir de leur numéro. C'est chaque cellule traversée. Peut savoir leur position. Le même principe a été utilisé. Donc, sur un peu plus de 4000 personnes qui venaient de faire leur entrée sur notre territoire national, on s'est dit, s'ils sont à la Korogo, s'ils sont à la Boaké, partout, est-ce qu'il n'y a pas de risque que la pandémie se déclenche à ces endroits-là? Donc, cette solution aussi a été utilisée par les opérateurs. C'est un bon outil de gouvernance. Au niveau de l'axe de l'utilisation du numérique pour assurer donc, la continuité des enseignements, je peux dire que tout de suite, nous avons envoyé des courriers, des mailings à toutes les institutions de formation d'enseignement supérieur. Et même celles du privé, un secteur que je connais mieux, puisque je suis heureux que M. Anselme, qui en est un des parfaits produits, pour leur dire, et tout comme les institutions publiques, pour leur dire, écoutez, c'est vrai, les écoles sont fermées, on ne sait pas jusqu'à quand on va être amené à les fermer, pardon, à les ouvrir. Il faut sans délai opter pour le téléenseignement. Dieu merci, nous avons été suivis. Les écoles qui avaient baissé le bras ont tout de suite activé tous les outils, et Dieu sait qu'il y en a plusieurs sur le marché, les outils qui étaient à leur possession, pour aller au téléenseignement. Et les étudiants ont pu, à travers des MOOCs, des solutions de Moodle et autres, il y en a des solutions de Microsoft et d'autres, activées pour assurer cet téléenseignement, ce qui fait que nous pensons que le programme, en tout cas pour les écoles qui nous ont suivis, pourront quand même
bien achever leur programme, comme cela a pu se faire dans toutes les grandes écoles. Je confesse très sincèrement que la solution n'est pas totalement démocratique parce que tout le monde n'a pas les mêmes chances au niveau de l'accessibilité aux terminaux, ou des pouvoirs d'achat. Ici en Afrique, je ne ferai pas des langues de bois pour dire que c'était une panacée, mais au moins c'était une solution, au même titre que dans tous les grands pays, les enseignements ont pu être donnés en ligne. Alors, au niveau de l'axe 3, le développement des infrastructures, nous-mêmes, lorsqu'on a initié les conseils des ministres à travers la visioconférence, on a vu la qualité des bandes, de la bande passante qui avait souvent présenté des insuffisances par endroits et qui nous a interpellés. Alors, cela nous a amené à revoir des capacités au niveau Internet de certaines administrations. Donc, on peut dire qu'il y a eu, de ce point de vue-là, quelques petites initiatives. La société Main One, tout sur ses portées volontaires pour améliorer la qualité, la capacité au niveau de tout le périmètre de la présidence, de la primature, et depuis, tout le monde est satisfait de la qualité de transmission et d'interaction pour tout ce qui s'est fait en visioconférence. Donc, on peut dire que de ce point de vue-là, il y a eu sur ces quelques 2 mois et demi, 3 mois, quelques initiatives en matière de développement des infrastructures. Au niveau de l'axe 4, au niveau de nous avons, que j'appelle la sécurité informatique, nous avons constaté que beaucoup d'alertes en tout cas, venaient ça et là, de la part de personnes de cybercriminels, en fait. Pourquoi, je ne saurais l'expliquer. Donc, tout de suite, le CI7, donc, qui est un autre CERT national qui s'occupe un peu de sécurité, donc, en matière de digital, a été réactivé pour demander ce CERT-là de voir les CERT sectoriels d'être mobiles, d'être en alerte, parce que, bon, on ne sait pas trop pourquoi, quelle était la corrélation entre Covid et cybercriminalité. Comme je vais vous laisser poursuivre les débats, c'est tellement que les autres spécialistes qui sont en ligne nous diront quelle est la corrélation. Mais malheureusement, j'ai constaté qu'il y avait une sorte de poussée de la cybercriminalité dans cette période-là. Dieu merci, nous avons pu contenir cela. Au niveau donc de l'axe 5, la communication. Alors, bien sûr, le SMS. Je voulais saluer au passage tous les opérateurs nationaux, voilà, sans exclusion. Ils ont tous coopéré. Des messages d'alerte, des messages de prévention ont été expédiés aux Ivoiriens pour leur dire quelles étaient les mesures barrières à observer. Au niveau de la campagne, il y a eu des messages aussi préenregistrés, audio, des messages d'attente. Ils remplacent leurs messages d'attente, les musiques qu'ils utilisaient traditionnellement, par des messages plutôt de conseil en la matière. Ça, je voulais saluer tous les opérateurs à ce niveau. On peut dire que le digital a joué aussi son rôle à ce niveau-là. Au niveau de l'axe 6, c'est la retouche du cadre juridique. Nous avons dû renforcer l'ordonnance numéro 2012-293 relative au partage des infrastructures parce que, bon, il y a un débat aujourd'hui. Nous avons, en tout cas, nous sommes ouverts à la revue de cette ordonnance-là parce qu'il y a un débat entre 2 opérateurs. Ce n'est pas sur la place, en guillemets, publique que ce débat va se déporter. L'utilisation donc par la voie aérienne donc du développement de la fibre optique. Un premier opérateur avait une exclusivité à travers mes prédécesseurs. Un autre opérateur est en passe de s'installer. Mais puisque vous êtes CIO MAG, peut-être que vous suivez ce feuilleton juridico, voilà, bon, je ne sais pas le lieu d'ouvrir
cette boîte à Pandore ici, sur la place publique. Mais nous nous sommes ouverts à l'analyse de ce dossier à l'occasion de la crise, parce que nous nous sommes dit que de toutes les façons, la situation actuelle nous montre que le digital, et ça je le dirai tout à l'heure dans mes conclusions, devient vraiment une solution, une véritable solution de résilience. Donc, je peux dire que nous avons réétudié de près cette ordonnance qui prévoit que les infrastructures télécoms, ou même, j'allais dire, les infrastructures d'électricité, méritent d'être utilisées par tous. Il n'y a pas d'exclusivité à ce niveau. Ensuite, il y a eu alors, je voudrais au total, après ce sixième et dernier point, dire qu'au total, et en termes de conclusion, dire que la crise a montré que le digital et les télécoms donc, sont des solutions, des véritables solutions de résilience. Des véritables solutions de résilience. Ça l'est partout dans le monde, mais ça l'est davantage pour l'Afrique. Ceux qui sont souvent afro-pessimistes, je dirais que beaucoup ont dû être surpris. Moi, j'ai été impressionné par la qualité des propositions de solutions. Tout ce qui Bien sûr. rassurer à tous ceux qui sont connectés que des dizaines de solutions sont venues spontanément, et Dieu seul sait que ces solutions ont rivalisé en qualité et en quantité par rapport aux solutions donc, qui venaient donc d'ailleurs. On peut aussi affirmer que après le passage donc enfin, on n'est pas encore sorti du Covid, mais certaines pratiques seront maintenant des réflexes inconditionnels au niveau des entreprises. Il s'agit de quoi? Il s'agit du télétravail. Si le télétravail était une solution naturelle en Occident, mais aujourd'hui, j'ai entendu beaucoup me dire dans les administrations publiques qu'ils ignoraient le potentiel du télétravail. Dieu sait combien de milliards, si on chiffre en milliards, le nombre de fonctionnaires pour rester dans les services publics qui quittent les chefs-lieux de sous-préfecture, les chefs-lieux de préfecture à l'intérieur du pays, pour dire qu'ils vont en mission à Abidjan, dans la capitale, ou vice-versa, ou même entre d'autres pôles urbains. Mais alors que l'on se rend compte aujourd'hui que tous ces séminaires, toutes ces rencontres, on pouvait les réaliser rien que par le télétravail. Il y a tous Est-ce que vous avez une sorte d'évaluation de ce qui a été en termes de capacité par rapport à ce qui a été utilisé en Côte d'Ivoire par l'administration ivoirienne ou par les sociétés privées? Objectivement, je ne ferai pas langue de bois. Je préfère avoir des données chiffrées, mais nous demanderons à notre service des statistiques de nous sortir des statistiques un peu plus tard. Mais de manière empirique, on peut imaginer. Rien qu'une mission, quelqu'un, vous savez que c'est tous les jours que les gens vous diront « je suis en mission à Korogo, je suis en mission dans telle ou telle localité de l'intérieur du pays ». Les présidents des collectivités territoriales qui souvent se sont rendus compte, et je le proposais, je suis par exemple président du conseil régional de ma région, nous pour tenir la session du conseil régional, les conseillers régionaux ne savaient pas comment se réunir avec le groupe. Et avec les solutions digitales, on s'est rendu compte que les 31 ou souvent 52 conseillers, comme c'est le cas pour tous les télépanélistes que nous sommes aujourd'hui, pouvaient se voir en temps réel, délibérer au niveau des conseils municipaux, des conseils régionaux. Alors, les avantages sont énormes. Pour l'Afrique. C'est une coïncidence malheureuse. C'est une coïncidence heureuse plutôt d'avoir cette crise qui nous a fourni. Oui, je partagerai la formule des Japonais qui disent souvent que les crises sont des opportunités. Il faut prendre toute crise comme une opportunité.
Tout à fait. Ces grands pays qu'on envie aujourd'hui sont grands parce qu'ils ont surmonté des crises, ils ont relevé des défis. Alors donc, pour revenir donc à mon sujet, puisque je suis vers ma conclusion, je dirais que ce que j'ai noté comme conclusion, donc, il y aura des réflexes, je dis, inconditionnels qui vont s'installer dans les entreprises. Des malins ne pourront plus dire à leur patron, il y a une intempérie, il y a une crise, il y a une situation qui fait que je ne peux pas être sur les lieux de travail. On peut être partout et produire. Tant que le travail ne demande pas un travail manuel, physique et qui nécessite la présence. C'est un travail intellectuel, vous pouvez le faire de partout. L'autre élément que j'ai noté, j'ai réussi ici, le président de l'université, Félix Houphouët-Boigny, qui m'a dit qu'il venait rechercher une solution pour donc implémenter à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et j'ai noté qu'à travers lui, tous les autres présidents d'université, tous les directeurs des grandes écoles, des grandes institutions nationales ont décidé désormais d'adopter définitivement les MOOC. Excellent. Et là, si ce n'était pas un réflexe, vous verrez qu'à la rentrée prochaine, presque partout en Côte d'Ivoire, il y aura un réflexe que de dire aux étudiants ayez des comptes parce que souvent c'est inacceptable. Tous ces jeunes, vous les verrez, ils ont Facebook, ils sont sur Facebook, pardon, ils sont sur les OTT. S'ils sont sur les OTT, c'est dit qu'ils arrivent à se donner les moyens d'accéder donc à la data. Donc, ils ne peuvent pas se cacher derrière le fait qu'ils ne pouvaient pas donc avoir des terminaux pour suivre des cours. Et tout le monde a vu l'efficacité donc du téléenseignement qui a permis au programme de se poursuivre. Donc, il y aura ce réflexe-là qui va se généraliser. Ensuite, on a tous vu un élément, et ce sera l'un des éléments pratiquement de la fin, qu'il faut respecter le digital, qu'il faut voir le digital comme une opportunité pour l'Afrique. Le digital dans son ensemble, c'est une opportunité pour toute l'Afrique demain. Nous avons plus pris conscience que les opérateurs qui rechignent à investir dans les zones blanches, parce que ces zones dites blanches n'ayant pas donc une population en capacité de constituer leur clientèle, nous, État, nous avons le devoir de finaliser ce grand projet de backbone national. Que là-dessus, ce débat, vous terminez. Notre backbone national, vous savez, c'est un peu plus de 7000 km. Nous avons dépassé un peu plus de 5000 km. Et ces 5000 km ne sont pas encore récités, techniquement récités, pour qu'on voit la fiabilité, la qualité de ce qui a été réalisé. Nous attendons que tout ça soit récité, mais surtout, nous sommes en train d'accompagner l'ANSUD pour lever un peu plus de 115 milliards de francs CFA auprès de l'AFD, à travers des mécanismes de financement, pour que ce backbone-là puisse nous permettre, au niveau de l'État, d'avoir notre dorsale de fibre optique qui nous permettra de mailler tout le territoire en fibre optique et puis après d'envoyer la fibre optique dans les résidences demain pour qu'il y ait la qualité, une bonne bande passante pour que vraiment les gens puissent interagir et qu'on puisse l'utiliser pour le téléenseignement, puisque tout le monde vient de voir maintenant l'application, l'intérêt d'aller au téléenseignement. Tout le monde vient de voir l'intérêt d'aller d'éviter des frais énormes de voyage au motif qu'on va faire des missions dans des villes. Les préfets peuvent rester dans les préfectures, les sous-préfets peuvent rester sur place, recevoir des directives des administrations centrales. Nous-mêmes, ministères, nous avons des services déconcentrés dans les chefs de région, de départements, de sous-préfectures. Nous pouvons interagir à travers le digital, comme nous le faisons là, à travers tout le monde entier. Je vois que toutes ces belles personnes, il y en a qui sont en Suisse, il y en a qui sont en France, il y en a qui sont partout à travers le monde. Nous sommes en train d'interagir avec le digital. Donc tout le monde l'a vu, mais la qualité des infrastructures fait défaut. Fait défaut. Et les zones blanches sont des zones un peu pauvres en la matière. Les opérateurs ont mis l'accent aujourd'hui sur les EME qu'ils ont créés en leur sein.
parce qu'avec tout ce qui est activité monétaire, ils gagnent un peu plus. Ces activités monétaires, des transactions, sont des dizaines de milliards. Les activités télécoms, puis bon, le développement des OTT font aujourd'hui que tout le monde va vers la data. En allant vers la data, le coût de airtime a baissé et même l'investissement pour élever le niveau des infrastructures passives, je vais dire, l'investissement a baissé aussi à ce niveau, je le constate. Malheureusement, on parle de 5G dans des pays alors que nous nous battons pour que les cahiers des charges soient respectés, pour qu'on soit véritablement au 4G ou 3G promis. Et puis les zones blanches demeurent blanches. Et donc, il faudrait. Donc, cette crise nous a montré que si nous allons aller à l'universalité, à la démocratisation, à l'accès pour la connectivité, à l'accessibilité digitale, l'État doit finaliser ce projet de backbone et doit avoir une bonne politique, j'allais dire fiscale, pour que tout le monde ait accès aux terminaux à bas coût. Encourager même le montage des terminaux ici, pourquoi pas. Et Dieu seul sait qu'il y a créer des emplois, créer de la valeur au niveau local. Ah oui, ajouter, oui, sur le continent. Dieu seul sait que 24 millions, si on prend le RGPH 2014, le recensement général de la population qui est en cours, va peut-être nous montrer un peu plus de 26 millions après. 26 millions, le taux de pénétration digital qui est de plus de 34%, enfin, des terminaux mobiles. Je veux dire, les téléphones mobiles qui est de 34, de 100, pardon, excusez-moi, de 120%, 120, entre 120 et 130%. C'est-à-dire que vous avez un peu plus de téléphones mobiles que d'Ivoiriens. Donc, voici un peu résumé. Donc, la crise nous a montré tous ces éléments, la téléenseignement, nécessité d'investir dans les infrastructures pour élever le niveau, et puis création de réflexes à l'utilisation du digital. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je salue toutes ces belles personnes et leur dis qu'on me fait signe là-bas pour me dire que la contrainte que j'avais est arrivée, mais j'aurais bien voulu être avec vous. Vous avez une collaboratrice, la responsable donc de Linda Malavallée, qui est donc de mon ministère, qui connaît donc forcément à travers, elle connaît un peu les grandes initiatives du ministère. Et on pourra poursuivre avec. On aurait bien voulu, monsieur le ministre, que vous écoutiez notre partenaire d'Intracen qui accompagne les startups ivoiriennes à l'international. Je vais commencer le début, mais qu'on soit gens qu'à un moment donné, je sois amené à me retirer. D'accord. Mais je vais commencer quand même. Il faut en tout cas, merci à tous. J'ai été très, très heureux d'être avec vous. Merci. Et vous, pour l'institution, je vous félicite pour tout ce qui est fait pour valoriser le secteur à travers le monde, valoriser les compétences, valoriser les initiatives sur le continent. Je salue tout le monde. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Merci je suis en place pour suivre le début des autres amis et puis à un moment, comprenez que je vais devoir me retirer. En tout cas, merci. Très bien. Merci, monsieur le ministre, pour cet exposé qui résume ce que vous voulez vous demander. Donc, finalement, vous l'avez tout résumé dans une présentation qui est très riche. Et justement, pour donner la parole, comme vous le dites, à d'autres acteurs qui sont dans le domaine de l'innovation en Côte d'Ivoire et dans la sous-région, il y a notre partenaire Intracen, représenté par Martin Labbé, qui va nous dire aujourd'hui comment il accompagne cette stratégie d'internationalisation des PME et des startups ivoiriennes pour qu'ils connaissent le marché international, à la fois régional et international. Martin Labbé qui peut nous présenter ce que fait Intracen aujourd'hui à travers Fast Track. Bonjour, monsieur le ministre. Merci de prendre le temps de rester un peu avec nous. Bonjour à tous et merci à Mohamedou pour l'organisation de cette session. Le Centre du commerce international, nous sommes basés à Genève et nous accompagnons la Côte d'Ivoire et beaucoup d'autres pays émergents dans leur internationalisation. Nous sommes 100% développement du commerce, c'est-à-dire que nous accompagnons en Côte d'Ivoire notamment les startups du secteur de la tech, du numérique, pour aller à l'international. Et l'international commence dans la sous-région. C'est le premier marché que nous ciblons. Et pour ce faire, nous avons des partenaires sur place, notamment la Fondation Jeunesse Numérique avec Madame Vallée,
qui est un pilier dans le travail de coordination de l'écosystème. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs comme nous qui sont actifs dans l'appui et l'accompagnement de vos jeunes entrepreneurs. Et ce qui est important, c'est d'avoir un acteur qui coordonne un peu toutes ces initiatives. Donc, c'est au sein de votre ministère, cette Fondation Jeunesse Numérique qui joue ce rôle extrêmement important pour aligner les troupes, si vous voulez, qui sont là pour le développement de l'économie numérique de la Côte d'Ivoire. Alors, ce sont bien sûr en première ligne, puisqu'on parle beaucoup de première ligne ces temps-ci, au front, ce sont vos entrepreneurs, les startups. Donc, c'est à eux que j'aimerais passer la parole plutôt que de la monopoliser pour parler de notre initiative. Nous sommes là pour les accompagner. Aujourd'hui, il y en a 2. Nous en accompagnons presque une vingtaine. Et pour ce faire, c'est à la fois avec la Fondation Jeunesse Numérique, c'est aussi avec le Gothic. Le Gothic qui joue un rôle très important parce qu'aujourd'hui, c'est un écosystème qui n'est pas que les jeunes entrepreneurs, mais c'est aussi les entreprises confirmées. Vous en avez évoqué un certain nombre, les opérateurs télécoms, mais aussi les sociétés de services informatiques qui sont là et qui, dans des logiques d'open innovation, sont prêtes à absorber des innovations qui viennent de ces startups. Nous avions juste avant la crise, en fait, préparé un événement avec la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire pour mettre en relation les secteurs traditionnels et les jeunes innovateurs, les startups. Et malheureusement, donc, nous avons été rattrapés et n'ont pas encore pu faire ce que vous avez décrit, c'est-à-dire ce travail de mise en relation virtuelle. Mais nous allons rattraper l'occasion dès qu'elle se présente avec la Chambre de commerce, avec le Gothic et avec la Fondation Jeunesse Numérique pour justement appuyer ces entrepreneurs. Donc, il y en a 2 qui sont avec nous. Ce sont les entreprises qui font partie de ces secteurs qui ont réussi à profiter de la crise. On a mentionné, vous avez mentionné, Monsieur le Ministre, les services d'éducation à distance. Le e-commerce aussi s'est beaucoup développé grâce au… Ah oui, c'est vrai que je ne l'ai pas dit assez. Exactement, le e-commerce. Et puis, tous les services financiers numériques. Donc, là aussi, vous en avez parlé. Donc, ce sont ces entreprises-là, Legafric, Etudesk, Panelis Cash, les Monsieur Matériaux Côte d'Ivoire, Mon Artisan, des entreprises qui se développent sur votre marché que nous accompagnons. Donc, peut-être, si Mohamedou en est d'accord, je passerai la parole brièvement à Youssouf Ballo de Legafric et Lamine Barraud d'Etudesk pour qu'ils puissent en quelques secondes présenter un peu leur travail au ministre. Très bien. Merci, c'est très bien. Si M. Barraud est là, d'accord. Vous pouvez activer votre micro. OK. Bonjour à tous. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir convié à cette e-conférence. Et c'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir présenter un peu ce que Etudex fait en présence de Monsieur le ministre, notre ministre de l'économie numérique et de la Poste. Je suis Lamine Barraud, président directeur général de la startup Etudex. Etudex est une startup spécialisée dans le e-learning et nous existons depuis mai 2016. Nous sommes également accompagnés par Itracen à travers le programme Fast Track Tech et la Fondation Jeunesse Numérique, dont nous faisons partie de la promotion 2018. Alors, Etudex, comme je le disais, est spécialisé dans le e-learning. Donc, ce que nous essayons de faire, c'est de pouvoir accompagner les institutions académiques et les entreprises dans la digitalisation de leurs programmes de formation. Quelque chose qui est très compliqué à mettre en place aujourd'hui parce que, en plus de l'aspect plateforme technologique que nous fournissons aujourd'hui avec notre propre LMS, il y a également l'ingénierie pédagogique. Donc, on accompagne aujourd'hui ces structures-là à pouvoir mieux scénariser leurs programmes de formation en ligne, à pouvoir faire la prise en main en fait par l'administration, par les enseignants et à les aider à vraiment définir une bonne stratégie d'implémentation de leur dispositif de e-learning. Et aujourd'hui, Etudex, on est une équipe de 7 personnes. Nous avons plusieurs centaines aujourd'hui de clients, mais avant de passer sur cet aspect-là, il fallait dire que Etudex, on accompagne des entreprises telles que la Société Générale, Orange, la BAD, on travaille avec Jumia, avec Glovo et plein d'autres acteurs dans la sous-région. Et dans le contexte en fait de la crise, il faut dire que depuis le mois de mars, lorsque les écoles étaient obligées, en fait, les écoles étaient obligées de fermer pour pouvoir limiter la propagation du virus.
c'était un peu compliqué pour elle. Et donc, Etudex a décidé en fait de pouvoir ouvrir sa plateforme gratuitement à toutes les institutions pédagogiques en Côte d'Ivoire et dans toute la sous-région. Et il faut dire que grâce à ça, on a pu avoir un boom de plus de 400% en fait de croissance en fait de notre portefeuille client. Donc, les écoles ont commencé à utiliser notre solution pour pouvoir assurer la continuité pédagogique de leur programme académique. Et c'est des centres de formation, c'est des universités, pas qu'en Côte d'Ivoire, mais également au Mali, en Guinée, au Sénégal, où aussi on travaille avec le ministère de la formation professionnelle. Au niveau de l'accompagnement avec des administrations publiques, Etudex a commencé à travailler avec le ministère de la Jeunesse à travers la direction Agence Emploi Jeunes pour l'aider à pouvoir continuer ses programmes de formation, pouvoir continuer le renforcement des compétences des jeunes à travers le e-learning. Donc, c'est notre plateforme qui est utilisée. Et grâce à notre technologie, il faut dire qu'aujourd'hui, chaque jour, c'est entre 2000 et 3000 étudiants, élèves, et même il y a des cas d'usage en fait de notre plateforme dans le primaire et la maternelle, parce que grâce à notre technologie aussi, les institutions ont la possibilité de pouvoir échanger avec les parents d'élèves directement aussi et partager des exercices aux enfants et pouvoir suivre toute la progression et activité en fait qu'ils font. Et c'est un peu le positionnement d'Etudex et on tient vraiment à remercier la Fondation Jeunesse Numérique aussi pour tout le soutien depuis ces 2 dernières années. Et il faut dire également que Etudex fait partie du collectif Anti-Corot qui a aussi décidé de pouvoir mettre à disposition du gouvernement, mais également aussi des institutions, des solutions pour pouvoir faire face à la résilience économique, au télétravail, mais également aussi participer à la lutte contre la crise sanitaire, en fait. Merci beaucoup, M. Barrot, parce que le temps est limité. Je vois que le ministre est un peu pressé. Si on peut juste écouter le dernier intervenant de l'EGAFRIC, si M. le ministre le permet, sinon, voilà. Donc, si l'EGAFRIC est là, M. Youssouf Ballo peut prendre la parole pour présenter rapidement avant que M. le ministre ne prenne congé. Bonjour à tous. Bonjour, M. le ministre. Donc, je suis Youssouf Ballo, fondateur de la plateforme l'EGAFRIC et Toussaint. Donc, pour lancer l'EGAFRIC, on est parti d'un constat très simple. Voilà, on s'est dit, aujourd'hui, dans nos pays, le secteur informel, c'est entre 70 et 80% des activités économiques. Allô? Oui, oui, c'est bon, on vous entend. Allô? On vous entend. D'accord. Oui. Il y a près de 80% des acteurs économiques qui sont dans le secteur informel. Donc, c'est les gens qui ont besoin, en fait, de services juridiques de base, soit monter leur entreprise ou bien se lancer, se formaliser. Donc, mais il y avait un frein, il y avait un obstacle, puisque pour se formaliser, soit il fallait recourir soit au service d'un notaire, ou bien d'un avocat, ou bien voir des professionnels du droit et du chiffre. Donc, c'était un frein, en fait, pour ces entrepreneurs qui voulaient lancer leur business. Donc, nous, on a mis en place une plateforme digitale, l'EGAFRIC, qui dématérialise, en fait, toute la procédure de formalisation des acteurs économiques en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai un projet. C'est dommage, le lien ne passe pas très bien. On ne vous entend pas très bien. Vous vous rapprochez. Je renseigne des informations. Cher ami, vous pouvez vous rapprocher près de votre micro. Je pense que c'est un problème de connexion. Ça va? Oui, ça va mieux. Voilà, on est là, oui. La qualité de son. Oui, donc on a mis en place une plateforme qui permet en fait de digitaliser tous les services juridiques, donc de la création d'entreprise à la modification, la tenue de la comptabilité. Voilà, donc aujourd'hui, pour des gens qui n'ont aucune notion en droit ou en matière de fiscalité, ils peuvent, grâce à l'EGAFRIC, en fait, faire toutes les formalités depuis chez eux, en fait, depuis notre plateforme. Donc, depuis le lancement, on a permis à plus de 2000 entreprises de sortir du secteur informel, avec une moyenne de 3 entrepreneurs par entreprise, donc plus de 5000 personnes qu'on a accompagnées.
J'ai une vingtaine de collaborateurs qui m'accompagnent ici à Abidjan. On est opérationnel au Burkina, au Sénégal, en RDC et bientôt au Cameroun. Donc, parallèlement à Ligue Afrique, on a lancé une plateforme de signature électronique justement parce qu'on veut que les gens évitent de se déplacer ou bien quand ils ont des documents à signer, ils les fassent manuellement. Donc, aujourd'hui, nous, on leur propose une plateforme 100% de signature électronique qui leur permet de... Allô? Oui, c'est dommage que la communication ne passe pas très bien. Monsieur Ballot, désolé, on va devoir vous quitter. Donc, je pense Non, je pense que l'expérience est belle et c'est dommage que j'aurais bien voulu voir. Bon, enfin, dommage. Très bien. Monsieur Ballot, vous nous entendez? Oui, allez-y pour oui, terminer. Oui, ça va parfait. Allez-y. Voilà, donc je disais que parallèlement à Ligue Afrique, on a une plateforme de signature électronique. Voilà. Je veux lancer mon entreprise. Aujourd'hui, il faut que je me déplace et signer les documents manuellement. Donc, nous, on a mis en place une plateforme SaaS qui permet aux uns et aux autres de pouvoir signer de façon totalement dématérialisée leurs documents. Voilà. Donc, aujourd'hui, grâce à cette solution, on a des clients en Chine, aux États-Unis, en France, qui arrivent à accomplir n'importe quelle formalité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Donc, avec la crise sanitaire, on a permis à nos utilisateurs de pouvoir accomplir de façon totalement dématérialisée différentes formalités administratives. Voilà, donc pour terminer rapidement, j'ai plutôt une doléance en fait à faire à Monsieur le ministre, c'est de sensibiliser en fait certaines administrations publiques sur la légalité en fait de la signature électronique. Parce que quand certains documents sont signés électroniquement, parfois on est confronté à certaines administrations qui malheureusement ne savent même pas que la signature électronique est légale en Côte d'Ivoire depuis une loi de 2013. Voilà, donc s'il y a un travail de sensibilisation qui pourrait être fait auprès des administrations publiques, cela nous faciliterait énormément les choses. Voilà. Donc je termine aussi en disant un grand merci à Mme Linda Vallée. Voilà. Monsieur le ministre, elle fait un excellent travail. Merci beaucoup, Monsieur Ballot, pour cette présentation. Merci, Monsieur Ballot. La connexion ne passe pas très bien, donc pour ne pas retenir davantage Monsieur le ministre qui doit nous quitter, peut-être lui demander un mot de conclusion et son appréciation par rapport à ces 3 présentations qui ont été faites. Et puis, avant de passer la parole à Madame Linda Nanavale, qui va nous parler donc du front, de la Fondation plutôt nationale jeunesse numérique. Monsieur le ministre, quelle appréciation faites-vous de ces 3 présentations qui ont été faites, à savoir le projet Fast Track de l'International Trade Center et ces 2 projets Etudesk et Ligue Afrique que nous venons d'entendre? Franchement, je suis impressionné. Et j'encourage donc tous ces jeunes parce que c'est vrai, aujourd'hui, on a un poste de ministre, mais nous-mêmes, il y a quelques années en arrière, on a été dans la même posture en créant Agitel Formation. Agitel, c'est l'agence de télématique en réalité, pour ceux qui connaissent votre laboratoire qui a été. On s'est retrouvés dans la vie, dans le parcours d'une entreprise, à nous retrouver à plutôt réaliser une école, parce que c'est pourquoi le nom de cette institution aujourd'hui qui est devenue célèbre en Côte d'Ivoire, un peu rébarbatif, Agitel Formation, mais non, pourquoi Agitel Formation? C'est l'agence de télématique, c'est faire de la télématique. Puis après, bon, côté formation, après le pas, parce que souvent dans un projet d'entrepreneuriat, vous commencez, vous voulez faire des services vidéotextes, à l'époque, au temps du Minitel en France, etc., des services militaires, enfin, un peu l'ancêtre, un peu Internet. Donc, ces jeunes ont un avenir. Et je suis impressionné, toutes ces 2 histoires. Moi, je vois un peu le champ de leur marché vaste et même illimité. Bien sûr. Dans une autre vie, pas dans la vie de la peau du ministre, mais en regardant la vie sous le prisme de l'entrepreneur que j'ai été ou peut-être que je serai un peu quand nous sommes en mission de passage ici, quand je vais repartir là d'où je viens.
c'est le premier qui est intervenu au niveau des outils d'enseignement. Dieu seul sait que il y avait un problème de conscience, un peu de l'importance du digital. Il y a des centaines, Dieu seul sait, de grandes écoles agréées par le ministère de l'Enseignement supérieur, secteur dans lequel aussi, secteur que je connais, ici en Côte d'Ivoire. Et du fait que certaines institutions sont au CAMES, dans toute l'Afrique, dans toute la zone de l'Afrique de l'Ouest, des centaines de grandes écoles qui ignoraient l'utilisation, le potentiel du digital comme élément qui devait venir compléter les programmes d'enseignement, les méthodes d'enseignement. La crise nous l'a imposé. On a développé des réflexes. J'ai dit à ce jeune-là, oui, en termes de stratégie, je ne vais pas jouer le coach. C'est à lui de continuer. Il a dit quelque chose qui m'a frappé, qu'il a proposé sa solution. Il n'a qu'à continuer, qu'il continue sur cette voie-là, qu'il ait proposé, que les gens aient des habitudes. Et quand ils auront des habitudes, un peu plus tard, dans le cadre d'une convention, il pourra leur dire, bon, vous avez développé des habitudes, ben, je pense qu'on peut aller dans le cadre d'un contrat. Très bien. Une convention, machin. Alors pour le deuxième, c'est la même chose. Effectivement, la signature électronique est maintenant légalisée. Un de mes prédécesseurs, mon frère et ami, donc Bruno, avait fait passer ce texte à l'époque. Peut-être que c'est ensemble qu'on gagne un peu tous ces pas qui ont été franchis au niveau légal. Il n'y a pas que le ministre. L'initiative aussi peut venir de cette entreprise qui peut créer un jour un événementiel national au cours duquel il invite tous, je veux dire, tous les professionnels du corpus judiciaire. Voilà. On leur dit, écoutez, ça peut être dans le rôle d'un hôtel où il y a des sensibilisations pour dire dans quelles conditions la signature électronique est considérée comme valable, que tout le monde en soit sensibilisé. Je pense qu'il est à la fois ingénieur informatique et juriste à la fois, M. Ballot. Donc, il est très sensible à ces questions juridiques. Voilà. Donc, en fait, est-ce que je peux lui dire, il n'y a pas que, en termes d'investissement, ce serait une approche marketing de sa part, parce qu'en allant à un tel événementiel, si l'écosystème du secteur du droit et l'écosystème du digital se retrouvent dans un endroit pour dire, écoutez, à compter d'aujourd'hui, et même des administrations, l'ENA, j'imagine un tel événementiel, le ministère de la Justice, les spécialistes de l'ENA qui forment nos grands administrateurs, nous-mêmes, et puis où on vient expliquer le processus, le mode opératoire, le rappel des textes, et puis après, tout va aller très, très facilement. Rien n'est facile, cher ami. Peut-être l'occasion de demander moi, aujourd'hui, en tant que ministre, je viens de comprendre leurs problèmes, mais les deux ont un potentiel énorme. Et pour le deuxième aussi, je pourrais dire qu'il pourrait compléter par l'approche même des spécialistes de la comptabilité et de la finance. Parce que, bon, tous ceux qui sont dans l'informel aussi, comme ça, il fait un package global. Solution digitale, solution juridique et complétée par des solutions comptables. Vous demandez à un collègue ou un ami expert comptable de lui développer une application qui permet aux gens de collecter leurs données en ligne pour qu'ils puissent faire des déclarations en ligne, à partir desquelles déclarations, bon, ça peut être certifié par des micro-entreprises et là, il aura un package global. En tout cas, félicitations à tous. Il y a beaucoup à faire, énormément à faire. Le digital est une chance pour l'Afrique et je pense que je ne peux que les encourager. Et je pense qu'il a commencé à déployer ça à l'échelle de l'OHADA, donc sa solution sur l'Afrique. Donc c'est voilà, qui raisonne en termes de Cisco OHADA. Justement, il y a Monsieur le ministre, si vous êtes encore là, je vais profiter pour poser une dernière question. Non, en réalité, je voulais la courtoisie. Les gens sont là, je ne voudrais pas me lever, mais en réalité, j'ai les contraintes, mais
Déjà parti. J'aurais bien voulu être là. Le débat m'intéresse et à la fois, je regarde une montre quelque part. Bon. Très bien. Mais sincèrement, j'ai été touché Très bien. que les entrepreneurs sachent que tous les jeunes qui sont entrepreneurs dans le domaine du digital se disent qu'ils ont un ministre qui lui-même est passé par là ou est, je vais dire, dans une autre vie, c'est leur collègue, tout simplement. Dans une autre vie. Voilà. Très bien. Et que ma conviction, c'est que l'avenir de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat par nous-mêmes et initié que par nous-mêmes. Et je voulais saluer tous ceux qui soutiennent ces initiatives, qui sachent que nous sommes sensibles, nous sommes prêts à les accompagner. Il n'y a aucun problème. Je vais devoir me retirer. J'aurais bien voulu suivre ces débats. Je sais que beaucoup de choses ont été faites. En tout cas, merci à tous. Merci beaucoup. La vidéo sera disponible. On pourra le partager avec vos collaborateurs du ministère qui vous... Ah oui, oui, oui. Et même mon intervention, je peux vous envoyer un peu plus tard le résumé de mon intervention par voie électronique. En tout cas, merci à tous. Hein. Merci, Monsieur le Ministre, et à très bientôt. Donc, le débat se poursuit. Encore merci, Monsieur le Ministre, de nous avoir accordé ce temps. Donc, nous allons inviter Madame Linda Nana Vallée, qui pourra nous parler donc, de la Fondation nationale jeunesse numérique en Côte d'Ivoire, qui accompagne et qui incube ces projets, et qui est partenaire également de l'initiative Fast Track de l'International Trade Center, dirigé par Martin Labbé, qui est là. Si Madame Linda Vallée est là. Oui, je suis là. Bonjour Super. à tous. Bonjour, Monsieur le Ministre est parti. Je tiens à remercier Monsieur le Ministre avant tout d'avoir pu passer plus de temps que prévu avec Très nous. Bien. Le directeur de cabinet avait annoncé. Je suis en train de partir, mais merci beaucoup. Au revoir, Monsieur le Ministre. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Merci Mohamedou, merci à toute l'équipe de CIO Mag, Anselme, Camille qui sont là. Comme vous voyez, je suis à San Francisco aujourd'hui, je vous parle depuis San Francisco pour vous parler de la Fondation Jeunesse Numérique. C'est magique. Et je voudrais commencer par dire un sincère mot de félicitations à Lamine Barou et Youssouf Ballo, qui sont deux des entrepreneurs accompagnés par la Fondation Jeunesse Numérique et qui font un travail formidable à coup de beaucoup de nuits blanches, beaucoup de persévérance. Au quotidien, on est ensemble et on sait ce que ça représente. On a l'habitude de dire aux entrepreneurs, à certains en particulier comme Lamine, tu te souviens de notre conversation d'il y a 2 semaines, qu'il faut prendre la tension artérielle régulièrement pour être sûr de préserver sa santé aussi, avec toute cette pression, tout ce stress. Ce n'est pas facile. Donc, je voudrais vraiment commencer par un hommage aux entrepreneurs, en particulier dans cette crise-là, qui souffrent, mais sont debout, et pour lesquels nous devons vraiment rester unis, pour chacun les soutenir à notre petit niveau. Sur ce, je vais vous présenter la Fondation Jeunesse Numérique donc en quelques mots. Alors, est-ce que je suis autorisée à faire un partage de documents? Oui, tu peux y aller. Oui, bien sûr, vas-y, tu peux le faire. D'accord, ok. Donc, je vais vous faire ça tout de suite. Ça va être plus simple d'avoir un support, mais je ne prendrai pas trop de temps. Okay. On a un sondage qu'on voudrait bien partager avec nos participants. D'accord, vous pouvez le faire pendant ce temps, si vous souhaitez. Non, vas-y, faites une présentation, après on pourra passer le sondage. Après? D'accord, ok. Allez. Ok, donc je vous partage ça tout de suite. Excusez-moi, donnez-moi juste 10 secondes. Voilà. Tu n'as pas autorisé le partage d'écran, Mohamed? Je n'ai pas autorisé le partage d'écran. Je vais l'autoriser, je vais le faire tout de suite. Partager l'écran. Non. Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Ok, alors est-ce que tout le monde voit l'écran? Oui, c'est bon. Ok, donc très rapidement, la Fondation Jeunesse Numérique, elle a été créée donc en 2016 à l'initiative du ministère de l'économie numérique et de la Poste en Côte d'Ivoire, dans un contexte qu'on connaît tous, celui du fort taux de chômage des jeunes et de la volonté de lutter en incitant à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat numérique des jeunes en particulier.
la forte pénétration de la téléphonie mobile, dont Monsieur le ministre parlait tout à l'heure, aidant dans ce contexte-là, puisqu'un grand nombre de services peuvent être mis à disposition de la population via les téléphones mobiles. Les missions principales de la Fondation sont celles-ci, avec un focus évidemment sur la détection des porteurs de projets innovants et l'accompagnement des jeunes entrepreneurs, et puis évidemment sensibiliser pour créer les entrepreneurs de demain, contribuer à l'amélioration de l'écosystème, encourager la formation, la recherche et l'innovation. Parmi les membres fondateurs, on retrouve ceux-ci, donc plusieurs des structures que vous connaissez bien, le VITIB, les VATIC, où je suis enseignante-chercheur, le régulateur, RTCI, l'AIGF, l'ANSUT, et 2 personnes physiques à l'époque du ministère de l'économie numérique. Je passe rapidement. De très nombreux projets dans différents domaines, énergie, éducation, santé, agriculture, finance, transport, enfin énormément de choses. Depuis la création de la Fondation, et ce slide est à mettre à jour, nous avons eu en fait 4 appels à projets parce qu'en plus des 3 appels à projets ordinaires, nous avons lancé un appel à projets extraordinaire dans le cadre de la pandémie, justement, dont on pourra parler plus avant tout à l'heure, en demandant aux startups qui avaient déjà été accompagnées par la Fondation Jeunesse Numérique, donc les 3 promotions, de proposer des solutions numériques qui pouvaient aider contre la pandémie. Au total, c'est plus de 1500 candidatures sur l'ensemble des appels à projets, 296 projets incubés, une cinquantaine de startups technologiques accélérées, dont justement celles qui se sont exprimées tout à l'heure. En termes d'incubation de projets, on sait ce que c'est. On fait également de l'accélération de startups et pour nous, ça signifie du mentorat, des mises en relation stratégiques, une aide à la recherche de financement et puis on s'était autorisé un peu de financement direct ponctuel pour permettre à certaines startups d'accéder à des marchés. Et puis au niveau de la sensibilisation, avec la caravane jeunesse numérique, les chiffres sont également à mettre à jour parce qu'on a eu des étapes supplémentaires, mais au total, sur près de 9 mois, nous avons eu 3300 jeunes sensibilisés et formés dans différentes régions de la Côte d'Ivoire, donc à Bondoukou, ici à Adzopé avec Monsieur le ministre Patrick Hachi, à Bouaké, lors de la Journée internationale des droits de la femme, à Divo et dans beaucoup d'autres régions de la Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, nous offrons plusieurs formations et nous utilisons Etudesk pour dispenser des formations, le LMS de Etudesk. Effectivement, une des startups que nous avons accompagnées est devenue un fournisseur, un prestataire de services pour la Fondation et c'est une manière de prouver qu'on a confiance en les startups qu'on accompagne. En termes de prix, donc les prix c'est bien, mais le plus important ce sont les marchés. On ne mange pas les prix, comme on a l'habitude de dire entre nous, ça ne se mange pas, c'est bien affiché, mais ça ne se mange pas. Donc en termes de marché, ce qui est très très beau à voir, c'est qu'aujourd'hui on a énormément de contrats, non seulement en Côte d'Ivoire, mais également dans la sous-région et même au-delà, pour beaucoup des startups accompagnées par la Fondation. Nous avons un événement signature qui s'appelle Inside the Startup, qui se déroulera d'ailleurs, on va bientôt l'annoncer, dans quelques semaines en ligne, pour justement promouvoir les startups technologiques aux différents partenaires, à l'écosystème, à la presse. Nous avons une plateforme qui s'appelle startup225.ci où les startups s'enregistrent, de même que les incubateurs, les accélérateurs de l'écosystème et les investisseurs qui veulent bien aussi s'afficher sur la plateforme. De nombreux partenaires, ils ne sont pas tous affichés ici, mais effectivement le Gothic dont on parlait tout à l'heure, notamment pour le mentorat des jeunes entrepreneurs, l'ONG Femmes et TIC, dont je fais partie, des partenaires avec donc Madame Sidia Wara, Africa Web Festival, qui fait un travail formidable, et au Ghana, au Kenya, au Rwanda, et également en Allemagne avec Green Tech Capital Africa Foundation, avec qui nous travaillons beaucoup. L'Agence Emploi Jeune également est un partenaire, nous venons de signer, une convention en cours avec l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Pour nous, c'est très important de connaître les besoins et priorités socio-économiques auxquels les startups viennent apporter des solutions. Donc, on s'appuie beaucoup sur le plan national de développement, le programme social du gouvernement pour orienter un certain nombre de choses. Et nous avons introduit une demande de reconnaissance de fondation d'utilité publique l'an dernier, après 3 ans d'activité. Nous travaillons beaucoup aussi avec Smart Africa. J'ai personnellement participé aux différents workshops pour l'élaboration du blueprint de Smart Africa sur les écosystèmes numériques et startups donc en Afrique. Et nous avons un programme de startups panafricaines avec Green Tech, notre partenaire, pour justement accompagner les startups qui sont en ce moment en cours d'accélération, donc la promotion 2019 qui est en train de finir son parcours d'accélération, les aider à l'internationalisation. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillons avec Intracen, Martin Labbé en particulier, avec qui j'échange,
pour voir dans quelle mesure créer ces ponts-là entre startups de différents pays. Déjà, aujourd'hui, nous avons eu des webinaires avec des startups ivoiriennes et des startups rwandaises notamment. Donc voilà un petit peu un overview de la Fondation Jeunesse Numérique et spécifiquement sur la réaction pour la pandémie. Nous avons lancé donc cet appel à projet interne demandant aux startups de bien vouloir proposer des solutions numériques. Comme Monsieur le ministre disait tout à l'heure, nous avons eu énormément de propositions et nous avons demandé, parce que ça ne sert à rien d'arriver en ordre dispersé, nous avons demandé aux différentes startups de bien vouloir accepter de se consolider autour de la plateforme que la Fondation Jeunesse Numérique choisirait parce qu'elle était la plus aboutie. Nous avons donc identifié l'une des plateformes qui était la plus aboutie à ce moment-là, même s'il y avait besoin d'améliorer un certain nombre de choses. Et nous avons fait travailler une dizaine d'entreprises ensemble. C'est inédit, c'est formidable et je les félicite parce que ce n'est pas facile de travailler ensemble avec des gens qu'on ne connaît pas forcément, même si les startups de la Fondation Jeunesse Numérique se connaissaient entre elles. Et elles ont monté donc cette plateforme-là, Anticoro, que Monsieur le ministre a cité tout à l'heure, que Lamine Barreau aussi a rappelé, puisqu'il fait partie des entrepreneurs qui y ont travaillé. Anticoro.ci, vous pouvez vous connecter pour voir la version web. La version mobile n'est pas encore en ligne puisque c'est une application spécifique Covid et que vous savez que ce n'est pas facile dans le monde entier aujourd'hui de publier sur les stores des applications relatives à la pandémie. Mais la version web est fonctionnelle et aujourd'hui, elle est en passe d'être utilisée par le ministère de la Santé, mais aussi par le ministère de la Communication parce qu'elle va aider à la sensibilisation, notamment en langue locale. Et je tiens vraiment à remercier l'ensemble des entrepreneurs et à leur dire que ce travail-là va payer. Et qu'ils pourront au moins avoir une compensation pour ces nuits blanches et traverser cette situation difficile-là avec un peu plus de sérénité. Très bien. Merci beaucoup, Linda, pour cette belle présentation. Avant de partir, une question concernant aujourd'hui, vous arrivez à rencontrer, à accompagner un certain nombre de jeunes porteurs de projets qui vous soutiennent, qui vous souhaitent plutôt des projets. Quelles sont les difficultés auxquelles aujourd'hui ils sont confrontés? Parce qu'aujourd'hui, on parle de l'accès au financement, on parle de l'accompagnement, de l'écoute. Quel est aujourd'hui le véritable frein à l'entrepreneuriat chez les jeunes que vous accompagnez aujourd'hui? Alors, je pense qu'ils seraient mieux placés pour répondre. Comme je suis un peu leur porte-parole, puisque la question m'est adressée, je vais essayer de résumer au mieux. Et ce que je pourrais dire, parce que j'ai fait une note sur le sujet il y a déjà 2 ans et demi à peu près, et les difficultés n'ont pas vraiment changé, on a l'accès au marché. Je mettrais l'accès au marché avant l'accès au financement, parce que si on a des marchés et qu'on arrive à avoir des revenus de ces marchés, à être payés correctement, on n'a pas forcément besoin, en tout cas pas pendant les premiers temps de développement, on n'a pas besoin de financement extraordinaire. On peut justement vivre des revenus de ces marchés. Il me reste qu'à vous remercier tous et à tous d'avoir participé à cette session et vous donne rendez-vous aux prochains qui vont avoir lieu dans les prochains jours. Donc, on ne manquera pas de vous informer sur les prochaines sessions qui sont prévues dans les prochains jours. Merci à tous d'avoir participé à cette session et à très bientôt.